Chers amis, bonsoir. Et ce soir, pour notre émission, j'ai l'honneur, l'immense honneur de recevoir notre cher invité, Sacha. Bonjour. Alors Sacha, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau que tu connais bien. Je suis ravi d'être là, oui, parce que j'ai été beaucoup là. Tu as été beaucoup là. C'est familial ici, Ouais, ambiance chaleureuse. Mon cher Sacha, est-ce que ça te dirait de te présenter pour nos invités, Ouais, ce que tu fais, et puis voilà un peu ton expérience dans le milieu de l'élégance masculine. ouais, bien sûr. Alors écoute, moi je m'appelle Sacha, j'ai une page qui s'appelle Capitaine Classique. Capitaine Classique. Voilà, je pense que c'est par là qu'on s'est connus. Que je t'ai stalké. Exactement. Non, mais à la base, j'étais juste passionné d'élégance masculine et j'ai eu l'occasion aussi de travailler pendant 2 ans derrière cette caméra pour l'émission Les Bâtisseurs. Les bâtisseurs qu'on recommande, par Clément, donc tu m'avais raconté que c'était lui qui t'avait introduit au style Sarto. C'est Clément qui m'a introduit au style sartorial, tout à fait. Après j'ai fait mes recherches moi-même, mais c'est vrai que c'est lui qui m'a introduit à Hugo aussi, Parisian Gentleman. Hugo Jacomet, qu'on salue bien. Salue également. Qui est le bienvenu sur ce plateau, s'il le veut. De toute façon, il connaît le chemin. Voilà, exactement. Il est déjà venu 2 fois. Mais oui, c'était donc c'est comme ça que je me suis intéressé au milieu sartorial. J'ai fait mes recherches moi-même et j'ai découvert petit à petit comment créer un style, comment me créer mon propre style en m'inspirant de plusieurs personnes qui ont des styles vraiment différents, allant du yuppie années 80. Investment banker à des gens beaucoup plus style victorien. T'en fais ça un peu siècle. ça du victorien? Non, yuppie, ça je sais. Ouais, victorien j'aime bien aussi. Ah ouais. J'ai pas mal de foulards et de gilets croisés, ce qui aide pas mal pour ce genre de... C'est très beau des gilets, tu as des gilets qui taillent assez haut. Ouais. Je sais pas où tu les trouves d'ailleurs. Supply. Ah oui. Ouais. Et c'est quand tu fais de la mesure tu fais de la mesure, exactement. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'options de personnalisation pour Supply. C'est un autre sujet, mais en tout cas... Un sujet qu'on pourra peut-être développer un jour. Tout à fait. Mais il faudrait que tu me donnes tes astuces parce que si le jour où j'aurai de l'argent... je le développe vite fait alors peut-être pour nos auditeurs, comme ça ils savent de quoi on parle. Donc Suite Supply a une offre mesure dans laquelle il y a énormément d'options de personnalisation, que ce soit au niveau des boutons, des revers, de l'épaule, entoilé ou pas, et également des mesures, ce qui permet par exemple de faire des pantalons taille haute, coupe droite, ce que beaucoup de gens dans le milieu recherchent, pour un prix Suite Supply. Suite Supply mesure, donc un peu plus cher qu'un prix d'un prêt-à-porter, mais tout de même ça reste extrêmement abordable et pour du sur-mesure, on peut faire un full entoilé à 550 € en 2 pièces, avec du tissu Vitale Barberis, mais voilà, on est sur quelque chose qui est quand même assez qualitatif. T'as aussi un truc que moi je te recommanderais, je t'en avais un peu parlé, mais E-Tailor. Ouais. Alors je crois que pour leur veste c'est pas du semi-entoilé, c'est du thermocollé, parce que voilà. Mais alors pour les pantalons, comme on est sur du pantalon classique, ils ont une offre, tu vas sur leur site, ils ont Vintage Pants. Ok. Vintage Pants, et pour 150 €, même pas, tu peux avoir des Gourkas. Ah, c'est sympa. En 100% laine. Ouais, c'est cool. Donc ça c'est assez sympa. On recommande pour nos invités. Il y a Aspen Clothing aussi qui fait en période de solde, qui fait des très beaux pantalons où tu peux, ça descend. J'en ai déjà vu à 120 €. Ah ouais. Pareil, Gourka, taille haute, double pince. C'est quand même assez avantageux. Et d'ailleurs, continue un peu sur le style. Moi, j'aimerais bien que tu développes un peu. Ouais. Je sais que tu m'avais dit que tu avais une certaine vision du style, de l'élégance, entre tradition et un peu... comment tu appellerais, modernisme. Oui, c'est ça. Alors, libéral, tu dis. T'aimes beaucoup ce mot d'ailleurs. Libéral, oui, parce que pour moi, le vrai sens du libéralisme n'est pas celui qu'on lui donne aujourd'hui, mais c'est un tout autre sujet. Mais c'est vrai que si tu me permets du coup de refaire un petit peu l'historique du style masculin. Pour moi, le point central de ma recherche du style, elle vient des Grecs. C'est le fameux kalos kagatos. Je sais pas si tu connais ce concept. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc le kalos, la beauté physique, et kagatos, qui est la beauté morale, qui se rejoint parfaitement avec une idée qui se développe plutôt au XXe siècle, qui est celle du gentleman. Mais même 19e. Oui, 19e, oui, tout à fait.
Et donc c'est à cette époque-là, donc là c'est surtout le physique qui est parlé, hein, donc on parle surtout de la proportion du corps, avec par exemple des choses comme il faut avoir entre la largeur d'épaule, il faut avoir 3 têtes, la largeur du bassin, etc., etc. Ce qui donne des statuts grecs qu'on a aujourd'hui et qui sont pour moi l'idéal de beauté masculin qu'on devrait tous aspirer à avoir, même si ça demande énormément de temps et qu'on n'a pas tous forcément, mais en tout cas c'est vrai que pour moi c'est quelque chose qui est très inspirant, l'idéal de beauté grecque, et qui ensuite dérive sur plusieurs choses. D'abord celle du Moyen-Âge, donc Moyen-Âge, la beauté qui évolue et qui devient plutôt symbolique et spirituelle avec donc l'émergence du catholicisme et des symboles qu'il y a autour. Et donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus sobre, avec des vêtements qui vont plutôt désigner des classes sociales. Donc ça aussi c'est très très intéressant, j'invite les gens qui connaissent pas à se renseigner. La mode au Moyen-Âge c'est vraiment quasiment pour faire des castes en fait, mais avec les vêtements, notamment les guildes de marchands, d'ouvriers qui portaient chacun des écussons et des vêtements propres à leur corps de métier. Oui, d'ailleurs je me permets une petite aparté. Beaucoup de gens pensent que l'héraldique, les blasons, c'était la noblesse. Pas du tout. Chaque ville avait son blason, chaque corps de ce métier avait son blason, et même les bourgeois, les artisans, ils avaient leur blason. Donc il n'y a pas, quand vous voyez quelqu'un avec, je sais pas, une chevalière ou quelqu'un qui a des armoiries sur un tableau, etc., ça ne veut pas forcément dire qu'il est de la noblesse, etc. C'est un héritage, c'est simplement, il faut connaître son héritage. Et beaucoup d'entre vous, je pense que énormément des gens qui pourraient regarder cette émission, s'ils faisaient des recherches généalogiques sur leur famille, ils pourraient trouver tout à fait des armes ou des choses que leur famille apportait à une époque. Bien sûr, sans être forcément noble. Non, pas du tout. Ouais. Mais oui, et tout à fait. Et donc à ce moment-là, c'était plus ça, la beauté et le style, c'était la sobriété, la pureté aussi, avec les représentations de la Vierge Marie qui porte des robes très blanches, très pures, etc. C'était plus cette recherche de beauté qu'on a. Et ensuite, ce qui arrive, ça va être les Lumières. Donc les Lumières, très intéressant aussi comme période, parce que c'est le retour de ce qui se veut être la raison à l'époque. Et donc au niveau du vêtement, comment ça se traduit, c'est aussi très intéressant. C'est qu'on revient à des palettes de couleurs qui sont peut-être un peu plus sobres, oui, avec beaucoup de vêtements qui vont être centrés pour mettre en valeur les formes humaines, donc beaucoup plus cintrés. C'est là qu'apparaît le cintrage sur les vêtements, donc, qui est pour mettre en valeur le buste masculin ou les épaules, les doublures. Tout ça, ça apparaît à ce moment-là. D'ailleurs, oui, bien sûr, je t'en prie, n'hésite pas à me couper, il n'y a pas de souci. En fait, aussi, il y a des choses, les gens beaucoup l'ignorent. Alors, pour l'Ancien Régime, tu n'avais pas forcément développé, mais tu sais, on a développé beaucoup la dentelle, bien sûr, des choses très colorées. Quand on voit les tenues d'Ancien Régime, c'est très coloré. Et effectivement, il y a ce retour à la sobriété. Il faut comprendre que dans l'esprit de beaucoup de révolutionnaires, il y a l'idée qu'il faut revenir à une pureté morale. Et parce que avant depuis Louis XV, il y a une sorte de décomposition des mœurs, tu sais, pas les orgies, mais le libertinage qui s'est développé à la fin de l'Ancien Régime, tout ça, et on veut revenir à une forme de rigueur, aussi parce que l'Église, comme il y a eu la Révolution, se construit en modèle contre-révolutionnaire, donc on revient sur la rigueur, et effectivement, on veut le vêtement comme quelque chose de beaucoup plus utilitaire, donc on simplifie, on enlève toutes les dentelles, tout ce qui n'est pas de l'utilitaire, et on vient vraiment à l'essentiel, au sobre. Voilà, ça rejoint ce que tu oui, dis. Exactement. Et puis ça, c'est à peu près dans ce contexte-là, on arrive du coup au 18e, 19e, c'est à peu près dans ce contexte-là qu'arrive le beau Brumel, du coup, Parlons de lui d'ailleurs. Parlons de lui, exactement. Parce que c'est le père du costume moderne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a édicté les codes modernes du costume, qui a remis au goût du jour le pantalon, les vestes, les cravates et tout ce qu'on porte aujourd'hui. Alors j'ai vu des critiques sur Beau Brummel, je trouvais ça intéressant très récemment en dessous d'un réel Instagram,
qui disait oui, mais en fait Beau Brummel, en fait, c'est celui c'est celui à cause de qui, dès que je mets quelque chose qui sort de l'ordinaire ou du costume, on me traite de gay. Je trouvais ça assez marrant comme critique, sachant que Beau Brummel, c'était pas du tout l'objectif, c'était plutôt... C'était quand même assez dandy. Oui, exactement, c'était très dandyesque, donc rien à voir avec quelque chose de très... Mais effectivement, Beau Brummel, c'est celui qui va... Donc Beau Brummel qui devient très rapidement un proche du roi Georges IV, si je ne m'abuse. C'est un anglais ? Ouais, tout à fait. C'est quelle année à peu près ? Alors on est sur du 1780, je crois. 1700 ? Ouais, 1780, c'est pour ça que je te disais fin Ancien Régime. Ouais, c'est ça. Et début 19e, et ensuite et 1840, 1780-1840. De ce que je sais, c'est que, et peut-être tu me reprendras, je sais que vers en fait, la fin de l'Ancien Régime, enfin la Révolution et l'Empire, ça incarne la fin de l'habit à la française, tu sais, qui est cette veste très longue, cette veste assez longue, sans revers. En fait, tu sais, le revers est haut. Oui, bien sûr. Il n'y a pas le revers plaqué. Il y a quand même la fente arrière avec, tu sais, la découpe princesse avec en baïonnette. Oui, je vois. Tu sais qu'on retrouve sur la jaquette. Bien sûr. Et cette époque-là, que ce vêtement disparaît au profit de la redingote, qui est le vêtement de cavalerie, et qui, elle, va développer le revers qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Donc, je ne sais pas si c'est Beau Brummel qui a développé la redingote. Alors, je ne sais pas si c'est lui exactement qui l'a développé. En tout cas, il l'a porté, ça c'est certain. Mais oui, Beau Brummel, bien sûr, il va mettre tout le vêtement moderne, tout le costume moderne qu'on a aujourd'hui, qui va être édicté après beaucoup plus précisément dans les années 1920. Ouais. Mais toute l'essence du costume moderne, c'est Beau Brummel qui le met en valeur. Le fait d'avoir des bottes cirées, etc., mettre un pantalon par-dessus et pas dans la botte, ça c'est quelque chose qui vient aussi de Beau Brummel. Donc il y a beaucoup de choses, franchement, qui viennent de... D'ailleurs, chose étonnante, mais les vestes qu'on porte, bon là on porte des croisés, quelque chose je crois qui apparaît dans les années 20. Alors je suis pas sûr, mais probablement tu dois voir. Ça se développe. C'est pour ça d'ailleurs que comme je le fais là actuellement, autrefois, comme le gilet était un peu obligatoire, puisque la chemise était un comment on appelle ça, un sous-vêtement pour les gens. Quand on a commencé à développer le costume croisé, on le gardait avec un gilet, comme je fais là actuellement. Et ce qui permet d'ailleurs de garder quelque chose qu'on est assis, qu'on ouvre le gilet croisé. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de problème à porter un gilet avec un costume croisé. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Pourquoi j'ai parlé de ça ? Oui, la veste qu'on connaît actuellement, la veste droite, c'était pas un vêtement de ville. On appelait ça une veste de salon. Les Anglais disent a lounge suit, a lounge jacket. Contrairement à l'opposition de la redingote, redingote, et de ce que nous on appelle la jaquette, qui les Anglais c'est morning coat, morning jacket. Et en fait, les vêtements ville, c'était vraiment la redingote ou la jaquette, et c'était en intérieur. Pour des choses plus décontractées qu'on portait la veste qui aujourd'hui est la veste que tout le monde connaît. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir l'évolution lui-même du costume en général. Exactement. Parce que tous les 10 ans en fait le costume évolue. Après une fois que le costume est édicté en 1920, c'est pour ça que c'est très marrant de voir sur Instagram les gens qui font évolution en époque. Ils passent de 100 ans en 100 ans, enfin en 200 ans ou même de 1000 ans en 1000 ans, et d'un coup ils arrivent aux années 50, et là c'est 50, 60, 70, 80, 90, parce que là la mode évolue énormément, mais j'y reviendrai. Mais dis-moi. Oui, j'allais te compléter en disant, d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai l'impression que plus le temps, enfin peut-être que ça va revenir en arrière vu le mouvement sartorialiste qu'on connaît, mais autrefois même la veste qu'on connaît, elle était très longue. Ouais, et aujourd'hui, on a raccourci alors que le pantalon a baissé. Et si tu regardes sur les photos des années 50-60, en fait, quand tu as une veste de bouton classique, quand tu la fermais, comme elle tombait bas et que le pantalon était haut, en fait, la veste fermait à l'endroit du pantalon. Ouais. Or qu'aujourd'hui, quand tu vois dans un costume moderne, dans une boutique pas ouf, genre chez Zara, tu vois, en fait, le bouton ferme haut, le pantalon est bas et là tu vois toute la chemise en dessous et c'est ignoble. Non mais c'est le pire. Et puis ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, j'en parlerai après, mais aujourd'hui on observe un conservatisme un petit peu, je pense, de la part de la génération des années 70-80, ceux qui sont nés dans les années 70-80, de ce type de costume. C'est ça qui est l'enfer, ça qui est fou. Surtout les politiques. Exactement. On n'en parlera pas des politiques, mais on le penserait fort. Mais on penserait fort, voilà. Mais oui, c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc c'est Beau Brummel qui le met en place, ce costume. Ensuite, dans les années 1920, il commence à être adopté par tout le monde
Et il n'est plus. En fait, la différence qu'introduit vraiment Beau Brummel, c'est la transcendance des classes. Parce qu'à la base, le costume ou tous les habits étaient très aristocratiques dans leur essence. Et Beau Brummel va introduire déjà à son époque le fait de porter des costumes quand on est citoyen ou tout simplement. Je te rejoins parce que j'ai lu un bouquin là-dessus qui en parlait au niveau de la politesse et de la courtoisie. En fait, sous l'Ancien Régime, chaque classe avait sa courtoisie et sa politesse. Donc c'est pas les mêmes. Et en fait, après la Révolution, quand la Révolution connaît un mouvement d'anti-politesse, d'anti-courtoisie, qui est le propre de la Révolution, c'est-à-dire que tout le monde doit se tutoyer, on s'appelle citoyen, etc. Il n'y a plus monsieur, qui est vu comme contre-révolutionnaire. Et donc, quand la politesse va revenir, eh bien, la politesse qui va revenir, c'est une politesse pareille pour toutes les classes. Et donc, tout le monde, peu importe la classe, va s'appeler monsieur, tout le monde va se vouvoyer, ce qui n'était pas le cas sous l'Ancien Régime. Et c'est là que l'idée du gentleman, qui n'est pas forcément l'idée du gentilhomme comme on l'imaginait dans l'Ancien Régime, c'est-à-dire de noble naissance, mais l'homme qui est le gentleman au sens, on peut l'entendre, l'homme qui est élégant, qui est raffiné, etc. Mais détaché en fait de ces côtés très héritage du sang de l'Ancien Régime, c'est là qu'il va apparaître. Et aussi très flashy entre guillemets des gammes de couleurs de l'époque, etc. Faut voir qu'avant Beau Brummel, c'était très le prince, donc à l'époque prince qui deviendra Georges IV. Oui. Il portait des costumes roses, et sur quelque chose enfin pas des costumes roses, mais je veux dire des habits roses avec des froufrous, des choses très compliqué à porter. On ne portera pas aujourd'hui. Voilà, exactement. De toute façon, j'ai toujours dit, il n'y a que Hugo Jacomet pour porter des costumes roses. Il n'y a que lui. C'est vrai. Non mais c'est ouvert pomme. Voilà, ouvert pomme. Ou jaune, je l'ai vu aussi. Jaune poussin, ouais. Mais lui, on le permet. Voilà, lui, il a le droit. Il a le droit, il a notre absolution. Exactement. Mais oui, en tout cas, c'est assez intéressant. Et ensuite, on arrive effectivement à l'image du gentleman qu'on a aujourd'hui. Et donc, on revient à cette idée de Kalos Kakatos, la boucle est bouclée en fait. Les Grecs. Exactement, les Grecs. Donc là, pour moi, en fait, la beauté corporelle, la beauté, ce qu'on peut avoir de beauté objective dans le corps, on l'a atteint à la Grèce antique. Ouais. Et ce qu'on peut atteindre de beauté objective dans le vêtement, on l'atteint au XXe siècle. Okay. Après, c'est des effets de mode. Et là, la mode, malheureusement, ça peut être... c'est compliqué d'y donner quelque chose de complètement objectif dessus. On a les années 50 qui remettent en valeur donc, le costume assez traditionnel des années 20, mais avec plus des coupes un peu plus amples, etc. Années 60, plus petits revers, années 70, plus grands revers et pantalon pas de def. Ouais. Et ensuite, années 90, on revient sur des 3 boutons, etc. Enfin, ah oui, c'est des 3 boutons pour les... Années 80, il y a aussi Yuppie. En fait, tu vois, oui. C'est ce que je te dis, tous les 10 ans, ensuite ça change, c'est ça qui est magnifique. Et maintenant, dans les années 2000, on est sur une coupe, en tout cas en France, on est sur un costume qui est très inspiré de la mode de Dior, donc avec des vestes très courtes et des pantalons qui sont assez taille basse et très, très affûtés au niveau de la jambe, que moi j'apprécie pas forcément. Moi non plus. Je suis trop hétérosexuel pour ça. Alors, je plaisante. Julien Scavini m'a dit que c'était possible de faire des très beaux costumes malgré cette coupe et ce parti pris. Mais bon, c'est un parti pris. C'est Julien Scavini. Mais bon, après voilà, c'est des choses qui évoluent dans le temps et voilà. En tout cas, c'est très intéressant. Et donc, pour revenir à cette idée globale, aujourd'hui, on est pour moi à un moment où on a toute la liberté pour s'habiller, parce qu'on est à la fois, on est entre le conservatisme dans tous les styles de mode, c'est-à-dire que à la Fashion Week, il y a même un conservatisme au niveau de ce qui est porté par les gens de la Fashion Week. Oui, et en fait, qui n'est porté que par les gens de la Fashion Week. Exactement. En fait, on est tous le conservatisme le conservateur de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi par exemple, mes parents n'aiment pas la manière dont je m'habille. Pareil, les miens c'est pareil. Ils me disent, mes parents ils me disent, Adrien, tu devrais t'habiller en John. Voilà. En Jones, tu vois. L'enfer. Ou c'est too much, moi j'ai ça surtout. Mais après c'est vrai que et en fait moi là-dedans ce que j'essaye de rechercher, c'est de m'affranchir un petit peu des codes
cette mode justement qu'il y a au-dessus, et d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a d'intemporel, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans, mais que je pourrais garder à vie et transmettre à mes enfants si jamais je leur transmets mes costumes. Pour moi, c'est le but. Mais c'est pas porter un costume parce que la règle a dit qu'il fallait porter un costume. C'est porter un costume parce que c'est vraiment, pour moi, ce qui se rapproche le plus de la beauté objective et qui complimente le plus. Je l'ai pas dit, mais qui complimente le plus, bien sûr, l'épaule, le buste et de manière générale la silhouette masculine. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu as dit. Alors d'ailleurs, petit aparté, on a parlé de la Fashion Week. Je veux savoir s'il existe des gens qui portent du Balenciaga. Voilà. Mettez dans les commentaires, je porte du Balenciaga, nous aurons une discussion. Un des hommes les mieux habillés de son temps quand même, hein, Balenciaga. Oui, je pense qu'il se retourne dans sa tombe. Je pense qu'on devrait mettre en fait, tu sais, un rotor sur la tombe de Balenciaga avec, tu sais, une turbine électrique. Et en fait, il doit se retourner tellement de fois dans sa tombe quand tu vois les horreurs de Balenciaga actuelles. Je pense que ça pourrait alimenter une centrale électrique. Ouais, c'est possible, c'est possible. Moi, je mettrais juste une carte avec marqué le pauvre, personnellement, Et ça, je voulais te rebondir sur deux choses. Premièrement, ça c'est un truc qui m'avait marqué chez toi, c'est que moi j'aime bien ton contenu. Alors, tu fais des choses que moi pas forcément je pourrais porter. Notamment ton jeu avec les foulards, ça c'est quelque chose qui n'irait pas. Et tu as un côté libéral, mais en même temps tu as choisi capitaine classique comme nom. Tu vois. Ouais. Et je trouve que en fait les classiques c'est important. Et en même temps, tu vois, moi, mon nom de chaîne c'est Full Formal. Bon, autant dire que oui, bon, je manque de liberté, mais c'est bien que tu aies cette liberté, et c'est aussi une manière de montrer que le costume c'est un espace de liberté avant d'être un espace d'emprisonnement. Ouais, moi j'ai choisi de me construire les murs de ma petite prison formelle, mais c'est un choix. Non, mais c'est rassurant. En fait, je comprends totalement aussi le conservatisme par rapport aux vêtements. Oui. C'est quelque chose qui est très rassurant d'avoir un cadre, des règles et de pouvoir s'habiller selon ces règles-là. Et il y a quelque chose de très réconfortant. Et en fait, pour le commun des mortels, c'est limite chiant en fait de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait faire que je casse les codes, machin. En fait, c'est trop de réflexion pour pas grand chose de résultats dans leur vie. La plupart des gens ne portent pas de costume déjà, et même ceux qui en portent, ils n'ont pas forcément envie de réfléchir 24 heures sur 24 à si ils mettent un foulard, qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Oui. Il y a beaucoup contrairement à ce qu'on peut dire aujourd'hui, il y a beaucoup de liberté, mais il y a beaucoup de pression sociale sur ce qui doit être porté ou pas. Et moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à mettre le foulard, ce qui pour moi, je pense, la chose dans le milieu sartorial sur lequel j'ai été le plus loin, entre guillemets, ouais. Là-dessus, en fait j'étais le seul à le porter, et finalement je me suis rendu compte qu'en allant plusieurs fois à des événements sartoriaux, de plus en plus de gens en mettaient. Est-ce que je suis responsable de cette chaussement ? Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas je trouve ça intéressant qu'il y ait des phénomènes de mode comme ça qui puissent se créer, parce qu'il y a des gens qui assument de porter des choses qu'ils n'auraient pas forcément porté à la base, quoi. Là où je te rejoindrais, et beaucoup de gens d'ailleurs pourraient se tromper sur moi, être full formal comme je le suis, très formel, ça ne veut pas dire suivre bêtement des règles. J'entends en fait, à chaque fois que je tombe sur une milieu sartorial, il y a toujours quelqu'un qui sort une règle sortie de son chapeau en disant parce que tel roi d'Angleterre a fait ça, on fait pas ça. En fait, ça c'est idiot. Ne mets jamais ce truc, c'est toujours un petit peu le truc d'Instagram, c'est toujours la règle où si tu la ne fais jamais ça. Eh bien, en fait, non. En fait, ce qu'il faut comprendre. Déjà, bon, les règles, moi, ce qu'a fait un roi d'Angleterre, j'en ai rien à carrer. Je suis français. Mais surtout, en fait, ce qui compte comme règle, c'est soit la situation. Ce que j'appelle le formel, c'est être adapté à la situation. Mais surtout, il faut se fier à l'œil pratique et esthétique. Et en fait, il faut comprendre qu'est-ce qui est joli. C'est pas suivre une règle pour suivre une règle. Ça sert à rien d'énoncer une règle en mode ne fais jamais ça. Je t'en prie. C'est mon réveil. Le réveil de 19h. Ah oui. Le réveil du chômage. Exactement. Non mais par exemple, je suis d'accord avec toi. Par exemple. Oui, je voulais juste dire. Vas-y. Pas de souci. De toute façon, ça sera que. Donc je disais, voilà, en fait, j'en ai marre des gens qui disent ne fais pas ça, ne fais pas ci. Ils parlent d'une règle, mais ils ne t'expliquent pas la règle, ils ne t'expliquent pas pourquoi il ne faut pas le faire. Et donc en fait, c'est une règle qui n'a pas de sens si elle n'est pas expliquée. D'ailleurs, la règle des 2 boutons, de ne jamais boutonner les 2 boutons d'un costume droit, en tout cas,
elle a du sens. Oui. Elle a du sens, parce que si on boutonne le deuxième bouton, il n'y a plus cette forme qui vient tailler la silhouette et mettre en valeur le buste et en même temps la taille, quoi. Et en fait, c'est les gens, il ne faut pas ne pas mettre de boutons parce qu'il faut ne pas mettre de boutons. C'est juste que c'est plus joli comme ça, c'est tout. Alors, tu veux que je t'explique d'ailleurs pourquoi c'est ça. En fait, il faut aussi convenir que pourquoi on ne peut pas boutonner la veste de bouton d'une veste de bouton, parce que la veste de bouton n'a pas été conçue pour boutonner le deuxième bouton. Autrefois, tu avais des vestes, quand je parle autrefois à l'époque édouardienne, tu avais des vestes 3, 4 boutons. Et là, on boutonnait tout parce que c'était des vestes 4 boutons qui étaient faits pour tout boutonner. Et en fait, la mode a évolué effectivement pour marquer plus la taille, parce qu'autrefois, tu regardes dans les années 20, même avant, c'était des vestes très droites. Et donc, il n'y avait pas ce cintrage qu'on connaît. Donc en fait, le fait de ne pas boutonner le deuxième, ça n'a rien à voir avec une histoire de roi d'Angleterre, c'est une histoire plutôt de praticité et d'esthétisme. Et vraiment, et c'est pareil pour le gilet. Le gilet, pourquoi on ne ferme pas le dernier bouton ? Parce que quand on s'assit, vous voyez, c'est plus pratique, alors que ça irait pas de le fermer. Mais autrefois, quand vous regardez dans les années 20, on fermait tous les boutons, parce qu'on avait des gilets très hauts. Quand tu as ton bouton, ton gilet croisé assez haut, tu fermes tous les boutons. Parce que justement, quand tu t'assois, il n'y a pas de problème, c'est un gilet qui taille haute. En fait, il y a toujours des questions de praticité. Et parfois de snobisme. Oui. Je pense que des gens inventent des règles pour se distinguer de ceux qui ne suivent pas les règles. Je pense aussi qu'il y a ça. Exactement. Et puis, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. On pourrait parler aussi du fait que les revers, à quoi ça sert, les revers d'une chemise, à quoi ça sert, le gilet, à quoi ça sert. En fait, tout est fait pour ramener le regard vers notre visage et le mettre en valeur. Et c'est des choses que auxquelles les gens ne réfléchissent plus, mais en fait c'est la base de ça, c'est l'essence de ça, c'est pourquoi on a créé la roue en fait. C'est un peu ça si tu veux, c'est pourquoi on a créé le costume, c'est pour mettre en valeur le physique masculin qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, je dis toujours, plus on est beau physiquement, plus on peut se permettre des libertés vestimentaires. Mais de manière générale, on sera toujours plus beau. N'importe quel individu avec un beau costume, etc., il sera toujours plus beau que de n'importe quel autre. C'est le vêtement qui met le plus en valeur le ou l'armure de plaque. Ou l'armure, mais bon, moi j'ai pas encore essayé l'armure, donc je saurais pas dire. Mais peut-être un jour sur Capitaine Classique. On se retrouve pour du Béour, ça te va? Allez, on peut faire comme ça. On a parlé de Beau Brummel. Ouais. Tu m'avais dit que tu avais une citation que tu aimais bien de lui. Est-ce que tu peux elle est là. Non, ma citation c'était « Il n'est pas si difficile à maintenir que la simplicité dans l'élégance ». J'ai choisi cette citation parce qu'évidemment ça rejoint ce mode de vie du gentleman qui est la simplicité, ramener ce qu'il y a de plus simple et de plus beau en fait dans le mode de vie de l'élégance et le coupler à la morale pour en faire le kalos kagatos. Et je te rejoins parce que souvent dans le milieu sarto, on oublie aussi que le gentleman c'est pas simplement bien s'habiller, enfin je dis dans le milieu sarto, c'est aussi une élégance morale et ça c'est extrêmement important. Si on est le pire des rustres, ça sert à rien de porter un beau costume. Ça ne changera pas, le fond est plus important. Ça rejoint tu as parlé dans un ancien épisode je crois de la chevalerie, de l'esprit chevaleresque. C'est un peu ça aussi. Donc oui c'est ça, être un chevalier en costume. En fait le costume est pour le gentleman ce que l'armure est pour le chevalier. Et voilà. Et pour terminer deux choses, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience un peu Blandin de Loing, comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. Alors, j'en ai pas parlé, mais effectivement, j'ai eu l'occasion, grâce à Hugo Jacomet, qu'on resalue encore une fois. Avec grand plaisir. Mais Hugo Jacomet, qui m'a proposé de participer à l'opération Blandin et de Loing avec Vitale Barbaris Canonico et plusieurs autres influenceurs, dont Sardoria, il doit y avoir The French Gentleman aussi et d'autres. C'est quoi le dernier que tu dis? The French Gentleman. C'est pas lui qui a conseillé Zara récemment? Je sais pas, peut-être. On ne dira rien. Peut-être. Après, il y a moi j'ai trouvé quelques très très belles pièces chez Zara, mais très très rares. C'est une fois tous les 10 ans. Ça arrive. C'est une fois tous les 10 ans. Oui, ça arrive. Je connais quelqu'un qui a un très beau costume et qui vient de Zara. Bon, c'est vrai que c'est rare. Leurs collections sont pas top et trop chères pour ce que c'est. Puis il y a les matériaux aussi. Tu peux avoir une belle coupe, mais un mauvais matériau. Moi, j'avais trouvé une veste magnifique en col officier, 100% laine.
très bien. Ouais. Je l'ai depuis 10 ans. Tu vois, il y a des belles choses. Moi, je sais que j'ai acheté une belle. Alors, je me mets aux chemisettes pour l'été. Mais une belle chemisette chez Levi's 100% coton, tu vois aussi, qui m'avait coûté 30 €, tu vois. Enfin, un truc assez raisonnable, franchement. T'as des belles choses à trouver quand même. Mais bon, bref, pour revenir à ce qu'on disait, donc mon expérience chez Blandin et Deloy, très sympathique. J'ai rencontré des gens très sympathiques, y compris Charles Blandin qui était là pour l'opération. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu en fait de participer à cette expérience. D'abord pour le côté avant le shooting qu'on a pu faire, parce que c'était la première fois que je rentrais dans un salon sur mesure, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. On commence à me prendre mes mesures, on commence à me demander ce que je veux au niveau de la personnalisation du costume. Enfin, pas trop parce qu'en vrai j'étais plutôt modèle plus qu'acheteur, mais voilà, c'était quand même une expérience. Et ensuite d'avoir plusieurs essayages, donc d'abord une veste avec un patron, avec comment ça s'appelle, les points de couture sur la veste. C'est assez impressionnant de voir ça. On se demande ce que ça va faire. En fait, c'est juste pour tester l'épaule. Hein. Mais voilà, en tout cas, Blandin et Deloy, donc, qui ont fait donc, leur opération de costume sur mesure, donc, pour, si je ne m'abuse, 655 €. Je ne veux pas dire de bêtises, il faut aller vérifier sur le site internet, mais je crois que c'est ça. Donc pour 655 €, il y a un des 6 modèles. Vous pouvez choisir l'un des 6 modèles. Donc je crois qu'il y a un bleu qui était celui que je portais. Il y a un gris anthracite, il y a un gris clair, il y a un gris en flanelle et il y a un croisé aussi. Il y a un croisé Prince de Galles bleu. Et il y a un dépareillé. Et il y a un dépareillé, tout à fait. Ça dure jusqu'à quand déjà cette opération? Alors cette opération elle dure jusqu'au 31. Alors il faut prendre rendez-vous avant le 31 janvier 2025. Ok. Voilà. Bon, la vidéo sortira avant. Voilà, exactement. Voilà, petite sponsor. Et exactement. On n'est pas du tout payé pour ça. Mais donc c'est une opération qui est évidemment pour mettre en avant le sur-mesure chez les jeunes, parce que c'est vrai que c'est pas abordable entre guillemets le sur-mesure en général, mais la mesure c'est de la petite mesure. On appelle ça comme ça, hein. C'est pas de la grande mesure parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, quand je dis c'est du sur-mesure, beaucoup de gens qui me gueulent dessus en disant oui mais c'est pas vraiment du sur-mesure. Si c'est de définition c'est du sur-mesure, c'est juste de la petite mesure. Ou demi-mesure, les demi-mesure, voilà, les deux se disent. Mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant d'avoir des tissus et des coupes comme on a chez Blandin et Deloy pour si peu cher entre guillemets à cette période-là. Et c'était un beau cadeau entre guillemets que Hugo Jacomet voulait faire à sa communauté aussi, parce que beaucoup de jeunes le suivent. Et donc c'était une très belle expérience. Et très content de ton costume. Ouais, et très content de mon costume. Alors moi je le dis honnêtement, hein, c'est pas forcément c'est pas forcément le goût que j'aurais choisi en termes de coupe. Ouais. Mais étant modèle sur l'expérience, je comprends tout à fait aussi l'intérêt d'avoir une coupe plus moderne qui plaise à plus de monde aujourd'hui. Pour toi, c'est les revers qui n'étaient pas assez larges Non, alors pour moi c'était plus le pantalon. Moi le pantalon j'aurais fait quelque chose de plus taille haute et plus, parce que je suis tellement à l'aise dans mes pantalons taille haute que j'ai du mal à revenir dessus. Moi c'est peut-être mon côté un peu autiste, mais quand j'ai un truc trop slim, je marche comme un canard, je suis pas à l'aise. T'as toujours l'impression quand tu t'assieds qu'il va exploser le pantalon. Ah oui, c'est vrai que c'est... Bon après il est pas comme ça, hein, le pantalon de Blandin et Deloy, je vous rassure, mais c'est vrai que c'est un entre-deux entre guillemets entre le pantalon suite supply très très slim et le pantalon taille haute. Pour conclure, est-ce que tu as une anecdote amusante? Écoute, une anecdote amusante à raconter ici. Alors, je peux raconter une anecdote de quand j'étais chez les bâtisseurs. Oui. Donc chez les bâtisseurs, il y avait beaucoup de gens qui venaient, beaucoup de passages. Oui. Et on a eu l'occasion de rencontrer des personnalités qui étaient assez incroyables. Dont une personnalité dont on sait qu'il est petit. Je peux pas dire le nom, mais dont on sait qu'il est petit, mais qui a menti sur sa taille. Parce que en vrai, quand je l'ai vu, il était beaucoup plus petit que ce qu'il disait en vidéo. Voilà, c'était. Je serais curieux. C'est assez curieux. On verra ça hors caméra. Mais ouais, voilà. Mais aujourd'hui, il porte des costumes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Bon, ben merci en tout cas. On remercie les téléspectateurs. Merci à vous.
Merci Adrien de m'avoir invité aussi. C'était très sympathique. Tout le plaisir est pour moi. C'était très, très chaleureux. On espère que ça vous a plu. Comme me signale la régie, n'oubliez pas de liker, comme disent les Jones. Non, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche, je crois qu'il faut dire ça. Exactement. Voilà. C'était un grand plaisir pour nous. Et puis on vous souhaite une bonne soirée. Exactement. Au revoir. Au revoir.